parle donc de féminisme. Mais sous le titre d'Antoinette, il n'était pas marqué journal féministe, mais journal féminin de la CGT. Toute ressemblance avec un magazine féministe actuel dont le nom et la charte graphique est assez proche n'est absolument pas ni revendiquée ni visiblement revendicable. Bon, ça je vous laisserai juge une fois que vous aurez découvert ce magazine Antoinette qui fêtait ses 50 ans en 2022. Vous êtes dans Sur quel pied penser aujourd'hui. Rendez-vous avec Maxime Apostolo lors d'une exposition autour d'un magazine féministe et féminin. Vous verrez, c'est des questions qui se posent dans le sujet, donc qui a cessé d'exister il y a quelques années déjà, qui a eu un peu plus de 50 ans de vie. Ce magazine, c'est Antoinette, le magazine féminin de la CGT. Aujourd'hui, ça va tourner autour de ce magazine, mais pas que. Également, on suivra un atelier dans un lycée, un atelier d'écriture d'articles autour du revival de ce magazine-là, qui veut, en une version unique, célébrer les 50 ans de ce magazine Antoinette, et puis sensibiliser, bien entendu, les plus jeunes aux médias et au contenu médiatique et journalistique. Et puis également, au hasard du reportage, une lectrice qui connaissait, elle, ce magazine et qui l'avait découvert il y a déjà bien longtemps. Allez, vous êtes dans Sur quel pied penser, Sur quel pied penser en violet avec le point levé aujourd'hui pour parler de féminisme. Je suis Maxime Apostolo, je suis le directeur et le fondateur d'une association nationale d'action artistique et culturelle qui s'appelle Pulsar, qui existe depuis une trentaine d'années et qui travaille sur le champ de la lutte contre les exclusions et les discriminations. Quel est votre lien, parce que l'Apostolo, on va le revoir très rapidement en début d'exposition, quel est votre lien avec Madame Apostolo ? Eh bien alors, l'exposition là s'appelle Antoinette 50 ans plus tard et ça parle d'un journal, un mensuel qui a existé des années 50 jusqu'à la fin des années 80 et il se trouve qu'entre 69 et 82, ma mère était la rédactrice en chef de ce journal. Alors ce journal qui est paru pour la première fois en 1955 et qui était édité par la CGT, aujourd'hui il a totalement disparu. Comment vous est venue l'idée, l'envie de faire cette exposition ? L'idée elle est double. En fait, l'association que je dirige travaille sur les questions d'égalité et de mixité depuis longtemps en direction des jeunes dans une démarche de création artistique et d'éducation populaire. Et on s'est aperçu que la transmission de l'histoire des mouvements féministes, des luttes, des engagements n'était pas toujours faite auprès de ces jeunes avec lesquels on travaille. Donc je parle d'adolescents, de jeunes majeurs, de pré-ados, etc., etc. Et il se trouve que ma mère est décédée en 2018 et je me suis retrouvé avec toutes ces archives, dont les archives de ce journal, et enfin une partie de ces archives de ce journal. Et en refeuilletant tous ces numéros, je me suis dit que c'était terriblement actuel et qu'il fallait pouvoir le transmettre aux jeunes générations. Eh bien, à partir de là, l'idée a été de créer l'exposition et d'essayer de monter une tournée de cette exposition, qui se déroule sur toute l'Occitanie en ce moment. Avant de faire le tour des différents panneaux et de voir quel était le contenu de ce magazine, on va peut-être rentrer dans le vif, mais directement, entre le magazine qui sort pour la première fois en 1955 et aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que les questions soulevées sont les mêmes. Vous venez de le dire, et en fait, est-ce que le magazine était trop en avance ou est-ce que c'est nous qui avons largement régressé ? Oula, alors le magazine trop en avance. Le magazine était en avance. En tout cas, c'est ce magazine-là, ce mensuel était un ovni. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'équivalent de ce magazine-là, évidemment ni avant et non plus après. La particularité, c'est que Antoinette faisait le lien entre aussi l'espace public et l'espace privé, le lieu de travail, les espaces de formation, etc. S'adressait à
à des ouvrières, à des employés, à des jeunes ouvrières, à des jeunes employés, pas que, et donc était très accessible. Donc à la fois parler de la vie quotidienne au sein de l'entreprise ou au sein de la famille, avec des problématiques qu'on voit dans l'exposition, comme la question du partage des tâches, comme la question de l'IVG, comme etc., etc. Et puis aussi les thématiques de conditions de travail, d'égalité de salaire, etc. Donc il se trouve que ces thématiques-là ont encore un sens aujourd'hui, puisque ne serait-ce que sur la thématique des salaires, l'égalité salariale n'existe toujours pas 50 ans après, même si c'est a priori inscrit dans la loi. Donc c'était une façon originale à l'époque de poser la question, même à l'intérieur d'un syndicat. Donc le journal était un journal syndical, mais était aussi, on va dire, avait une forme d'autonomie relative et à l'époque, même au sein même du syndicat, c'était pas forcément aisé de poser ce type de questions et ce type de problématiques et de revendiquer sur la question de l'égalité femmes-hommes. Donc, et encore moins, donc, évidemment, à l'échelle de la société. Et puis aujourd'hui, eh bien, les choses ont un peu bougé, mais quand on fait le tour de l'ensemble des thématiques qui se trouvent dans l'exposition, on se rend compte que oui, il y a eu un progrès, ne serait-ce que par exemple, il y a des articles d'avant la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, donc on voit bien qu'il y a un progrès à ce niveau-là. Par contre, on parle toujours, j'ai devant moi là un panneau sur les questions de santé, sur la question des conditions de travail des infirmières et puis l'état des hôpitaux, etc., etc. Bon, bah là, on peut se dire que c'est une question assez actuelle, donc et que les choses n'ont pas forcément beaucoup bougé. Après, ça s'étudie de savoir si certaines choses ont pu s'aggraver ou pas aussi. Il y a aussi ce genre de choses. Donc voilà, tout ça est assez... on trouve de tout en fait dans l'actualisation de ces thématiques-là, et en tout cas de la matière pour que les jeunes générations puissent réfléchir à l'aune des expériences des anciens et des anciennes de toute génération. Et c'est cette entreprise de transmission qu'on a essayé de mettre en place. Alors moi-même, de par mon hérédité, je maîtrisais de gré ou de force le sujet, mais j'ai bien compris que la suite n'était pas forcément reprise en ayant intégré l'ensemble de ces éléments et de ces différents combats et de ces différentes implications. Donc, y compris même dans les milieux aujourd'hui de jeunes féministes qui n'ont pas forcément totalement connaissance de la manière dont on formulait les choses à l'époque, comment on inscrivait ça aussi dans une interprétation d'une organisation socio-économique et qu'on n'était pas non plus que sur des questions sociétales où on peut facilement oublier diverses formes d'idéologie qui sont derrière. Oui, ce magazine qui a tenu donc quand même pas mal d'années a vécu justement par rapport à son passé syndical. On en reparlera peut-être après, mais quelques difficultés dans les années 70. C'est ça qui a fait que le magazine s'est arrêté, ou pourquoi en fait il s'est arrêté en 1989, alors que justement c'est une année où on commence à se poser plus de questions sur la société en général. Alors ça, c'est une histoire dans l'histoire. En fait, pour décrire, il y a une particularité dans cette histoire. Le fait de poser ces questions d'égalité, y compris même au sein d'un syndicat, et aussi à l'époque un syndicat qui était quand même aussi assez proche d'un parti qui était le Parti communiste, il s'est posé des questions au début des années 80, puisque le journal en 1981-82 a pris position pour le mouvement Solidarność en Pologne, donc contre le général Jaruzelski.
Ça n'a pas été toléré au sein du syndicat. Donc la rédactrice en chef, ma mère, et puis l'administratrice ont été licenciés. Et là, l'ensemble de la rédaction s'est mis en grève. Et donc tout le monde a été licencié et il y a eu procès et la rédaction a gagné le procès contre le syndicat. Donc c'était quand même une histoire assez particulière sur laquelle la CGT aujourd'hui est revenue et aujourd'hui est partenaire de cette exposition. Donc la CGT a bien compris qu'il fallait revenir sur son comportement institutionnel de l'époque et que là on était passé à côté de quelque chose et que ce qui était valable, enfin ce qui avait été décidé à cette époque, à ce moment historique-là, c'était quelque chose qu'elle regrettait et qu'elle voulait, en comprenant bien aujourd'hui que Antoinette faisait partie du patrimoine syndical de la CGT et du patrimoine syndical et du patrimoine ouvrier bien plus largement, et qu'il fallait soutenir cette question de la transmission parce que c'est une richesse d'un syndicat qui avait donné des moyens à l'époque pour que ce journal existe et qui était diffusé à des dizaines de milliers d'exemplaires et qui avait une réelle importance et qui pénétrait un certain nombre de foyers. Donc, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la CGT, Céline Verzeliti, qui est membre du bureau confédéral de la CGT aujourd'hui, qui fait l'introduction de l'exposition, il y a un écrit d'elle, là, affirme que les enjeux posés par Antoinette à l'époque, il y a 50 ans, sont des enjeux que la CGT aujourd'hui défend et même si la dimension, et ça moi je le regrette à titre personnel, la dimension d'éducation populaire tenue par les syndicats au-delà de la CGT, tous syndicats confondus, dans les années 70, c'est une dimension qui a aujourd'hui bien disparu dans les quartiers populaires pour laisser des places à ce que l'on ne devrait pas laisser agir. Donc c'est aussi une contribution que Pulsar essaye de faire à ce qu'on réhabilite aussi une démarche d'éducation populaire en matière de, là pour le coup, de défense des droits des femmes, à l'échelle d'un engagement syndical, politique et à l'échelle de l'organisation sociale. On fait une petite aparté, qui n'en est pas réellement une, mais ça fait plusieurs fois que vous nous parlez d'éducation populaire. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous, une définition plus ou moins simple et rapide de ce qu'est pour vous et pour Pulsar l'éducation populaire ? Alors, la démarche d'éducation populaire, c'est une démarche qui doit être sous une forme de démocratie directe. C'est-à-dire qu'on est sur un partage des connaissances, on n'est pas sur une vision hiérarchique descendante entre un sachant et un apprenant. On voit bien aujourd'hui que cette définition n'est pas évidente pour tout le monde. Et donc, la démarche d'éducation populaire, et c'est ce que faisaient les syndicats par rapport, par exemple, aux travailleurs immigrés dans les années 70 ou ce genre de choses, c'est d'avoir des temps de formation des gens, des personnes qui n'avaient pas forcément eu accès à l'enseignement supérieur ou ce genre de choses, mais même y compris cela, de pouvoir faire en sorte que les gens puissent s'exprimer tout en apprenant. C'est-à-dire que partager les connaissances, c'est aussi partager les moyens d'expression. Et donc laisser la place aux expressions des uns et des autres. Et que chacun puisse se reconnaître dans l'importance qu'il a dans la société dans laquelle il vit. Et ça, il doit le faire en lui-même, alors y compris en parlant de la jeunesse. Donc, un jeune a des connaissances, a des richesses, a des compétences dont il n'a pas forcément conscience, et même y compris un jeune qui est en grande difficulté. On le voit, nous, en montant des actions intergénérationnelles, à apporter aux autres, et il faut que lui en prenne conscience et aussi que le corps social en prenne conscience. Donc voilà, c'est-à-dire que nous on est sur le champ artistique et culturel, l'expression des jeunes qui ne sont pas touchés
par les institutions culturelles doit pouvoir être diffusée au sein des institutions culturelles pour faire en sorte aussi de former et d'instruire ceux qui se sentent être les plus instruits. On fait un numéro spécial, Antoinette 50 ans plus tard, donc il va y avoir un journal, donc, mais fait par les jeunes, en l'occurrence les jeunes de différentes villes d'Occitanie. Donc on va compiler tous vos articles. Donc à chaque fois qu'on fait une expo dans une ville, en fait, on travaille avec une ou plusieurs classes, groupes de jeunes, etc., de différentes structures, école de la deuxième chance, mission locale, etc., lycée. Mais les articles qu'on fait aujourd'hui, c'est pour parler de ce qui se passe aujourd'hui, en vous inspirant de ce qui est raconté dans cet article-là, 50 ans avant. D'accord ? La thématique, c'est la question de l'égalité ou des rapports femmes-hommes, que ce soit dans le travail, à la maison, dans la rue, à l'école, etc., etc. La religion. Ah oui, d'accord. Très centré sur une religion, sur le principe religieux. Plutôt sur le principe religieux, parce que du coup, il y a des éléments un peu partout dans toutes les religions sur ce thème-là de la femme. Tu donnes des exemples de religions, ou tu les nommes les religions, ou tu les nommes pas du tout ? Ça dépend certaines. Enfin, par exemple, des religions pas forcément monothéistes, où il y en a qui ont des principes qui se ressemblent, et donc du coup des pratiques qui se ressemblent, qui sont régressantes pour la position de la femme, on va dire. Je ne vais pas forcément les nommer, mais par exemple, quand je cite le Coran avec l'islam et certaines lois religieuses, là oui. Tu peux déjà peut-être te concentrer sur les 3 grandes religions monothéistes. La question du rapport homme-femme à avoir, toutes les religions se sont positionnées par rapport à ça. Ça pose question. Quel est le rapport entre les questions religieuses et les questions des relations hommes-femmes ? Puisque les questions religieuses, c'est de croire en un Dieu. Et peut-être arriver sur le constat qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la place de la femme et par rapport à la place de la religion dans nos sociétés. Maxime Apostolo, vous animez aujourd'hui l'atelier au lycée Pardaillan. C'est une vraie conférence de rédaction en fait. Oui, là ils sont tous en train de réfléchir et de gratter. Donc ils vont chercher dans leurs expériences personnelles, ils vont chercher leurs interrogations, ils vont se confronter aussi entre eux. Ils sont peut-être pas forcément d'accord entre eux. Et puis, au fur et à mesure, les articles naissent. L'ambition, c'est véritablement que les jeunes prennent la parole. Donc, il faut qu'on les guide. Donc là, je suis aidé aussi d'enseignantes et ça, c'est super. Il faut qu'on les guide et qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils puissent saisir l'occasion aussi de transmettre leurs interrogations et leurs affirmations au plus grand nombre. C'est ce qu'on essaye de faire. Je m'appelle Agnès Espagnier-Le Targa. Je suis enseignante d'anglais au lycée Pardaillan et je suis référente égalité garçon-fille. Alors pourquoi cet atelier aujourd'hui autour de Antoinette ? D'abord parce que la thématique m'intéressait et puis parce que c'était l'occasion. C'était l'occasion d'amener les élèves et qu'ils aient accès à quelque chose que moi je trouve exceptionnel en termes de témoignages. Et puis parce qu'on n'a pas tellement d'occasions de parler de ces thématiques-là dans nos cours, quoi. C'est assez compliqué. Les élèves, vous les sentez comment par rapport à ces questions d'égalité ? Alors, ça dépend. Ça dépend si vous parlez à des filles ou à des garçons, déjà. Après, je pense que c'est un peu comme quand on leur parle, par exemple, des IST. Il y a un peu les yeux au ciel, genre, bon, c'est bon, ça va. C'est bien l'égalité, c'est obligatoire, quoi. Il faut qu'on soit tous égaux. Mais après, si on gratte un peu, évidemment, ils ont tous des avis qui peuvent différer. Tu te dis que tu décrives, tu l'as fait un peu, mais que tu formules ça en disant, je m'appelle machin, j'étais là, et moi, clairement, cette thématique de l'égalité femmes-hommes, j'ai l'impression que je ne suis pas concerné. D'accord ? Tu peux le, comme si tu écrivais un discours, si tu veux, tu vois, comme moi je viens de présenter un truc là, c'est toi qui le fais à ma place, si tu veux. Mais toi tu dis, moi je me sens pas concerné. Du coup, je pourrais écrire des questions que je me pose, des trucs comme ça. Voilà. Et donc une fois que tu
t'explique pourquoi tu donnes l'argument. Et ton article, en ayant fait cette phase d'introduction, peut être une liste de questions. Ici, on a quand même un public d'élèves qui réfléchissent plutôt, je trouve, et qui sont pas, qui sont pas brutaux dans leur réaction, quoi. Qui essaient quand même de réfléchir avant de parler. Après, encore une fois, c'est pas des thématiques dont on peut parler souvent. Donc c'est compliqué de savoir s'ils ont un point de vue, si ça les choque, Même si c'est pas des thématiques qu'on peut aborder, on voit leur comportement, on voit leur manière de réagir en classe ou de rigoler à certaines vannes ou pas. Est-ce qu'ils sont cohérents avec leur envie d'égalité ? Alors c'est compliqué parce qu'il faudrait les écouter quand ils sont dans le couloir, quand ils sont dans la cour, parce que c'est pas les mêmes quand ils sont dans la classe. Il y a aussi ceux qui savent très bien qu'il y a des choses qu'ils pourront pas dire, que ce soit l'égalité, que ce soit le racisme, que ce soit l'antisémitisme, l'homophobie. Ils savent bien qu'avec certains collègues, la majorité d'ailleurs, s'ils commencent à sortir des choses un peu trop tranchées, ils vont se faire tacler et on va leur dire bah non quoi, c'est pas possible. Mais donc on a ça. Donc personnellement, j'ai rarement entendu des choses vraiment brutales ou enfin voilà. Mais je sais bien que ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, évidemment. Après, encore une fois, c'est compliqué. Si on entend des remarques comme ça, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pendant le cours et de dire non mais attends, pourquoi t'as dit ça, de quoi, où, comment? Et en général, ça va être une pirouette, ça va être non madame, je blaguais. Et puis on va pas continuer à en parler, parce qu'on a un cours à faire.
Est-ce que vous avez déjà, à travers l'exposition, rencontré des lecteurs et des lectrices, puisqu'il devait y avoir des lecteurs aussi, même si ce n'était pas la cible, dans toutes les expositions que vous avez menées ou dans les ateliers? Donc nous, on diffuse cette exposition aussi en Île-de-France. Et donc récemment, en accrochant dans un centre d'animation de la ville de Paris, la personne qui était à l'accueil m'a abordé en disant « Mais moi, quand j'étais ado, ou voilà, quand j'avais 18 ans, etc., je distribuais Antoinette. » Donc elle avait ce vécu-là, et donc c'était ses parents qui ramenaient Antoinette à la maison, et elle a été missionnée pour diffuser le journal. Et puis là, aujourd'hui à Auch, je rencontre quelqu'un qui a chez elle des exemplaires d'Antoinette. Alors bonjour, je voulais vous laisser vous présenter. Oui, je suis ancienne lectrice pendant les années 70 et 80. Et je dois avoir en stock une soixantaine ou 65, oui, j'ai compté, d'Antoinette, de journal. Quand j'étais en activité, oui, c'était mon journal. C'était un journal que j'aimais beaucoup recevoir et lire, parce que comme je vais pas revenir sur ce qu'était ce journal, parce que monsieur en a très bien parlé et il en a fait le tour, mais vraiment bien. Donc je n'ajouterai rien. Mais on l'attendait avec impatience et on pouvait en discuter autour, justement, avec beaucoup de gens. On pouvait discuter sur les articles. Ils étaient tellement nombreux et divers que ça concernait un peu tout le monde et tout le monde était intéressé. Est-ce qu'il y a un article qui vous a marqué en particulier? Non, pas un, parce qu'il y en a beaucoup. Et dernièrement, bien sûr, en les manipulant, je les ai un peu ouverts et j'y ai passé du temps. Et je trouve que c'est vraiment actuel. Justement, il avait bien raison, monsieur, de dire qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'articles qui devraient être lus, relus, et comparés à ceux du jour, quoi. C'est très intéressant, parce que ça fait quand même 50 ans. Oui, je demandais à monsieur Apostolo si le combat féministe avait régressé ou s'il était à cette époque-là trop en avance. Quel est votre regard, vous, sur ça? Est-ce que vous pensez qu'on a avancé? Je ne vais pas dire avancer, reculer, je ne peux pas dire. Mais tout ce qu'il y a dans ces journaux, ce que j'ai pu regarder dernièrement, parce que je suis intéressée par le féminisme, bien sûr, et tout était extra. J'ai dit, mais ça, on avait vu ça. Parce que bon, je sais, en ce moment, je reçois un peu d'infos sur les mouvements féministes actuels, et surtout dans le Gers, tout ça, je suis assez au courant. Et tout ce qui est abordé, voilà, ça fait question aujourd'hui, mais ça faisait question à cette époque-là aussi. Donc, c'est bien de lire ces informations d'il y a 50 ans. J'avoue que c'est bluffant, quoi. On piétine un peu. Vous lisez quoi aujourd'hui? Oh là là, je lis beaucoup de choses. Ouais, je lis beaucoup de choses. Je sais pas quoi vous dire. Moi, je suis plutôt intéressée par l'art. Alors, évidemment, j'ai des magazines d'art. Voilà, je suis très intéressée par ça. Et après, bon, je lis les journaux que l'on trouve dans la presse, plusieurs, je vais pas dire lesquels. Et je me tiens au courant d'actualité dans la presse, oui. Je vais juste rajouter une chose, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, parce qu'on parle de féminisme. Mais sous le titre d'Antoinette, il n'était pas marqué journal féministe, mais journal féminin de la CGT. Et ça se voulait être une réponse aux journaux caricaturaux de l'époque, type, alors je suis pas un expert, mais type Marie-Claire, ou enfin ce genre de choses. Elle. Oui, je pense que c'était surtout pour faire le pendant de Elle. Et on y trouvait vraiment tout ce qu'on pouvait trouver dans Elle. Bien sûr, la mode très sophistiquée d'elle n'apparaissait pas là-dedans, mais il y avait de belles choses. Et je pense qu'il y avait aussi tout faire par soi-même. Alors ça, c'était extraordinaire pour les femmes, parce il y avait beaucoup de créations, et on pouvait ne pas être habillé pareil dans la rue. Et on ne suivait pas des marques, on ne suivait pas tout ça. Mais il y avait, les femmes avaient beaucoup d'imagination, et personne n'était comme personne, quoi, dans la rue. Mal avec le journal d'Antoinette.
Il y a, pour l'anecdote, il sortait, elle sortait, puisque la rédaction était uniquement féminine, chaque année des torchons sur lesquels était imprimé le calendrier de l'année, donc les 12 mois de l'année. Et c'était du merchandising, c'était pour faire la pub d'Antoinette, mais ça permettait aussi de rendre présent ce magazine au cas où, par exemple, l'homme se saisissait d'un torchon pour faire la vaisselle. Voilà, donc il y avait aussi quelque chose dont j'ai hérité qui était un vide-poche de l'époque, où sur ce vide-poche, il y a 2 poches, il y a sérigraphié dessus un balai et un mouton. Et le slogan, c'était « Ni moutonne, ni bobonne ». Donc voilà, pour être un petit peu plus sérieux, mais même si c'est sérieux, par rapport à l'actualisation de ces thématiques aujourd'hui, l'avantage, la qualité d'Antoinette, c'était que c'était un journal accessible, mais qui avait du contenu, qui avait du sens, et avec des gens qui aussi n'étaient pas forcément d'accord entre eux. Quand on interviewe, on voit des idées différentes dans le journal, mais ça questionnait, ça mettait en perspective. Ça n'était pas hors sol. C'est pas un problème. Les questions ne serait-ce que de sexualité, par exemple. Là, on parle déjà dans les années 70 là, de la place de la pornographie, ce qui a beaucoup marqué les jeunes qui ont participé du lycée Pardaillan de Auch, qui ont participé aux ateliers, et parce qu'on fait des ateliers, on a créé, je ne vous ai pas dit ça, mais on crée des comités de rédaction 2022 pour Antoinette, pour un numéro spécial de fin d'année réalisé par les jeunes d'aujourd'hui, qui réagissent à l'exposition et puis qui se saisissent des thématiques pour pouvoir donner leur regard sur ces thématiques-là, mais à l'aune de ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours d'aujourd'hui. Alors il y a des choses qui ont changé, des choses qui n'ont pas changé, mais tous les grands sujets s'y trouvent. La question des métiers genrés, par exemple, c'est une question qui se pose dans les collèges, dans les lycées pro, dans les CFA, etc., etc. Et on voit qu'on n'a pas encore abattu toutes les barrières entre les métiers pour que tout le monde puisse s'autoriser à prétendre à être coiffeur, coiffeuse, boucher, bouchère, etc., etc. Comment vous avez réfléchi à l'exposition ? Est-ce que les panneaux que vous présentez reflètent vraiment ce qu'était le magazine, ou est-ce qu'ils reflètent la société actuelle par rapport à un magazine qui a commencé il y a plus de 50 ans ? Non, alors en fait, donc les articles vont de 1969 à 1982 et on les a classés par thématique. Donc voilà, il y en avait, on a réalisé 300 scans d'articles et on les a classés par thématique avec un critère de choix qui était assez facile, qui était cette thématique-là a-t-elle un sens aujourd'hui, ou est-ce que ça vaut le coup d'en reparler, ou encore aujourd'hui ou pas. Et il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de thématiques qu'on a écartées. Donc j'ai aussi en face de moi la question du sport, voilà, les questions de genre dans le sport. Bon, il y a la question de la paternité, de la maternité, la place du père et de la place de la mère, la question de la religion, voilà, tout ça, c'était déjà présent. Et aujourd'hui, ce que je peux regretter, c'est que j'ai l'impression en lisant, alors peut-être que je suis de parti pris, mais qu'on reste beaucoup à la surface des choses. Donc on a un regard superficiel, y compris sur les questions d'égalité, au lieu de se poser à l'ensemble des enjeux et d'y répondre avec une lecture qui est... On souffre aujourd'hui de la disparition des idéologies de manière très claire, de référentiels, d'idéologies qu'on peut critiquer. Donc, et c'est pareil pour ces questions d'égalité femmes-hommes et de droits des femmes. C'est-à-dire que tout ça s'inscrit dans des formes, alors évidemment dans un héritage
aujourd'hui, les jeunes parlent volontiers de patriarcat. Je suis pas très sûr qu'ils savent exactement de quoi ils parlent. Et comment ça s'inscrit, comment ça s'exprime, que dans les diverses sociétés, quelles sont les différences, etc. Comment aujourd'hui ça peut perdurer et comment ça peut aussi être contesté d'une manière ou d'une autre, ou comment aussi aujourd'hui on fait avec la question de l'égalité femmes-hommes l'équivalent du greenwashing, c'est-à-dire qu'on va parler d'égalité mais en restant dans des formes alors même si les enjeux sont importants sur la question du respect des sexualités des uns et des autres, par exemple, si on s'arrête là, c'est un peu court. Et ça ne fait pas forcément évoluer justement la situation des femmes. Et donc c'est ça qu'on essaye de transmettre pour que les jeunes filles et les jeunes garçons puissent forger leur esprit critique et aborder ces questions-là en les mettant en perspective. Vous avez choisi quoi comme thème ? Moi, j'ai choisi maternité, paternité. Donc la situation des femmes qui se retrouvent seules, soit veuves, divorcées ou célibataires, avec des enfants. Et la vision de la société, si elle a évolué, dans ces cas-là, oui, mais voilà. Ouais, tu trouves que ça a évolué ? Oui, moi, oui. Oui, parce qu'avant, rien que la vision de la femme, elle était mauvaise. Et là, aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Du coup, forcément, la vision de la femme seule, elle a aussi évolué. Et toi, tu as choisi quoi comme thème ? J'ai choisi le thème de la culture, la représentation de la femme dans la littérature, etc. Alors, les femmes sont plus ou moins présentes aujourd'hui ? Aujourd'hui, plus présentes, et même si avant elles étaient quand même présentes, mais elles étaient par exemple mises sous le nom d'hommes, par exemple, ou pas vraiment acceptées. Et là, vraiment, il y a une émergence, et puis c'est pour le meilleur. Vous êtes lectrices, toutes les deux, de magazines féministes ? Oui, la plupart, et même sur les blogs, les trucs comme ça, je pense que c'est plus accessible par internet que sur papier, je pense. Ouais, je pense aussi que maintenant, avec les réseaux sociaux, les blogs et tout ça, c'est plus facile d'avoir accès à des magazines, alors qu'avant, c'était format papier, donc je trouve que c'est plus accessible. On a pris le sujet de l'homosexualité, qui a changé entre il y a 50 ans et maintenant. Du coup, vous êtes quoi ? Vraiment au début de l'article ? On vient de commencer. Elle dit quoi l'intro ? On vous la lit ? L'homosexualité a été un sujet tabou durant de nombreuses années, vu comme quelque chose d'anormal et contraire aux normes de la société. On observe qu'aujourd'hui, ce sujet est devenu plus accepté. Mais comment l'homosexualité a-t-elle évolué au cours des 50 dernières années ? Et vous, au lycée, vous avez l'impression que c'est un sujet qui est accepté, l'homosexualité, ou c'est encore un truc délicat ? Je trouve que ça va. C'est plutôt accepté dans l'ensemble. Vous avez envie de le développer autour de quel axe, votre article, du coup ? On réfléchit, du coup. Non, le brainstorming, ok. Bon courage. Avec 900 élèves et sur des questions comme ça, d'égalité, de respect de l'autre, il y a les thèmes qui tournent justement dans la classe en ce moment, c'est la sexualité, l'homosexualité. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Est-ce qu'on vous rapporte des problèmes de comportement ou ça va, ça se passe plutôt bien ? Alors ça aussi c'est compliqué. Là c'est des réponses que plutôt mes collègues CPE pourraient avoir. Et puis l'infirmière et l'assistant social, parce que nous, on n'est pas les personnes vers lesquelles, comme ça, spontanément, les élèves vont aller, parce qu'on est des profs, même s'ils savent qu'ils peuvent nous parler. Mais donc, quelquefois, ponctuellement, moi, j'ai des élèves qui viennent me voir, mais c'est pas ça, quoi. On n'est pas les personnes référentes, en fait. Voilà. C'est sûr qu'il y a des problèmes, et c'est sûr qu'il y en a plein, et c'est sûr que l'éducation nationale, on est dépassé par ça. On n'a pas les structures qu'il faut, on n'a pas la formation qu'il faut, on n'a pas le temps qu'il faut pour parler de tout ça. C'est pour ça que j'ai pris aussi l'occasion, là, comme c'était un projet pédagogique, ça passe, mais voilà, je ne pourrais pas toujours prendre 4 heures de mon temps et du temps des élèves pour faire des choses comme ça. Parce que voilà, nous, on est là pour faire du français, des maths, de l'anglais. Et il y a encore trop, je pense, moi, dans l'institution, de gens qui estiment que ce n'est pas des problématiques pour l'école. Ça devrait être à l'extérieur de l'école, sauf que je vois pas comment on peut séparer les deux, quoi. Je sais qu'on a des élèves qui ont des soucis de fluidité de genre, enfin des soucis, je sais pas si c'est des soucis, mais qui sont en plein dans le questionnement sur je suis quoi ? Est-ce que je suis un garçon, une fille, les deux, aucun, enfin voilà.
quand on commence à parler un peu avec le vocabulaire que les élèves connaissent, cisgenres, etc., on parle chinois à certains collègues. Et c'est normal s'ils ne se sont jamais posé la question. Et donc, du coup, la réaction, c'est non, mais je ne peux pas en parler parce que je vais dire des bêtises. Et c'est un cercle vicieux. Des ateliers pour les profs aussi. Absolument. Moi, je suis totalement d'accord. J'ai personnellement suivi une formation qui est faite, formation continue, qui existe pour les profs, mais qui est très demandée. C'est des petits ateliers et c'est compliqué pour l'avoir. Mais oui, il faudrait. Parce que ces questions-là, on peut les aborder avec n'importe quel support. Je veux dire, un prof de français, il montre un tableau de Boucher. Et ben voilà, la vision de la femme à l'époque et la vision de la femme maintenant, les critères de beauté, les fameux canons de beauté, etc. On peut dire plein de choses. Et c'est du français, et c'est de l'art, et c'est de la peinture. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais voilà, l'éducation affective et sexuelle, il y a le mot sexuel, donc c'est tabou. On était avec notre groupe d'amis garçons, et qu'ils ont commencé à nous parler de ça. Et que nous, on n'était jamais allés voir un site. Oui, et du coup, on dit que quand on a vu, direct, dès le début, c'est même les scénarios. C'est super violent, etc. Ouais. D'amis garçons. Ouais, voilà, on a dit ça. Ils nous ont parlé de leur de la façon dont ils voyaient la chose, parce que c'est leur expérience, quoi. De leur vision de la sexualité liée à la pornographie. Ouais. Liée à la pornographie. On dit après, du coup, nous on a voulu voir comment c'était. Je sais pas comment faut le tourner autrement, mais. Choqué. C'est bizarre. Oui, comme ça, on enchaîne en disant les trucs des livres et tout. Mais t'en connais d'autres de moyens, toi, à part les livres? Parce que moi, c'est on va voir, mais. Je connais pas comment. C'est bizarre à taper, je sais même pas comment taper. Comment je peux taper ça, moi? Il y a. Je sais pas. Les filles. Vous voyez, il y a la pornographie. Mais vous avez d'autres moyens de... par exemple, tu sais, où il y a la lecture. Mais oui, on a mis ça, mais il n'y en a pas d'autres. À part la lecture. Ouais, mais regarde, par exemple, tu vois les collégiens qui n'ont jamais rien fait et tout normal. Et eux, ils vont voir ça, mais du coup, quand je leur dis imagine... Moi, je sais qu'on me dit ça au collège, je vais être là, imaginez quoi. Je commence à penser à ce sujet quand moi, par exemple, au collège, il y a des infirmières qui étaient venues me parler de la sexualité, justement. Et donc, c'est à partir de là, tu commences à dire, mais du coup, qu'est-ce que c'est et du coup, c'est là que tu vas sur Internet et tu regardes et tu cherches ce que c'est. Et après, tu as les sites et tout. Mais nous, c'est comme ça. Mais je sais que moi, par exemple, mon petit frère, c'est plus du tout pareil. Eux, déjà, il a un 6e, ils parlent déjà de ça et tout. Maintenant, c'est pas du tout pareil. Mais parce que, ce qu'on dit, ils ont accès à tout. Du coup, c'est ça, c'est trop dur, en fait. Moi, ils font un truc, ils tapent... je sais pas ce qu'ils tapent, moi, je suis jamais allée, mais ils tapent leur truc, là. Ils arrivent direct sur leur site et ils vont voir ce qu'ils veulent. En même temps, c'est pas du tout protégé. Oui, c'est pas du tout protégé. Avez-vous plus de 18 ans, c'est tout. Mais ça, justement, ils en parlaient récemment. Ils voulaient justement mettre un truc pour vérifier que t'es bien 18 ans. Du coup, parce que du coup, il y a la pornographie. Bon, c'est ce qu'on disait, nous, on a choisi le sujet par rapport aux femmes. Parce que ce qu'ils regardent, eux, les gars, c'est vraiment pour leur plaisir à eux, mais encore, c'est hyper malsain. T'as vu comment... Je sais pas si moi, je sais que j'ai vu genre 30 secondes, même pas. C'est horrible. Ils vont voir la réalité, c'est pas pareil. Hein. Ouais. Donc, du coup, on met livre et. Livre. On met lecture. Ouais, lecture. En tout cas, nous, dans tous les cas, notre génération, c'est Internet. C'est les réseaux, c'est ça le truc principal. Et du coup, comment on fait? Donc, nous, on a exposé leur point de vue sur la sexualité. On dit que, du coup, on est arrivé, ils étaient en train d'en parler. Et du coup, on leur a demandé de nous montrer un moment. Et quand ils nous l'ont montré, et on a été choqués parce que c'est tiré par les cheveux, des trucs comme ça, c'est hyper violent. Parce que t'imagines, ils se mettent à faire ça. Oh oui. Bon, vas-y, du coup, on met ça. Ouais. Donc, comment on retrouve? Yeah, yeah, oh yeah, 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 yeah. Well. I get up early in the morning. I give thanks and praises. I get up early in the morning. Give thanks and praises. Give thanks and praises. Give thanks and
thanks and praise. When I look in your eyes, I see love, love, love. When I look in your eyes, I feel love, love. When I feel all alone, with you I feel at home. When I feel all alone, yeah, with you I feel at home. Give thanks and praises. Give thanks and praise. Give thanks and praises. Give thanks and praises. Give thanks and praises. Give thanks and praise. Give thanks and praises. Give thanks and praises. Réagir de manière spontanée. On a fait un panneau qui reprenait, on en a fait même plusieurs, qui reprenait les enjeux de la paternité et de la maternité, de la répartition des rôles. Qu'est-ce que ça veut dire être chef de famille? Alors, chef ou pas. Donc, ça posait déjà à l'époque la question des femmes seules avec les enfants. Ça pose aussi la question dans un autre panneau de l'instinct maternel. Est-ce que l'instinct maternel existe? Donc là, les jeunes qui sont venus travailler à partir de cette expo se sont dit, mais est-ce qu'il y a un instinct paternel? Donc ça travaille aussi beaucoup les garçons. Parce que en termes d'identité masculine, c'est assez complexe aujourd'hui de pouvoir s'y retrouver. Donc voilà. Et puis les questions d'égalité face à l'éducation des enfants. C'est-à-dire, est-ce que là, il y a un titre, l'enfant a-t-il plus besoin de sa mère que de son père? Bon, encore aujourd'hui, en matière de justice, on peut considérer qu'il existe encore des inégalités à ce niveau-là. Et il serait peut-être bien de s'apercevoir, et ça c'est une réflexion que je fais aussi au mouvement féministe actuel, c'est de s'apercevoir que le fait d'avoir attribué le champ de la famille à la femme, à la mère, c'est un héritage du code de la famille napoléonien et d'une politique pétainiste qu'aujourd'hui on ne remet pas en cause. C'est-à-dire que, alors bon, on va allonger un petit peu le congé pour les pères, etc., mais les nouveaux pères, mais il y a encore aussi des formes d'inégalité à ce niveau-là. Et le dire, c'est œuvrer pour l'égalité de tous et de toutes aussi. Oui, parce que alors justement, je fais une aparté sur ça, parce que alors c'est facile aujourd'hui, on est deux hommes. On parle beaucoup de patriarcat et de la place de la femme et de l'asservissement de la femme dans le patriarcat, mais l'homme aussi dans le patriarcat a un rôle qui lui est établi. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, donc c'est intéressant de voir l'éclairage que vous mettez. Oui, alors je me faisais une réflexion aussi qui est quand même là on vit des moments dramatiques avec la guerre en Ukraine. Et on voit que donc on a protégé les femmes et les enfants et que les hommes ont interdiction de sortir du territoire ukrainien et ils sont allés au combat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pose une question, je n'y réponds pas. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Là, est-ce qu'il y a une forme d'inégalité par rapport, ou est-ce que la différenciation des rôles de chacun est acceptable dans des conditions extrêmes ou pas, comme celui de la guerre? Voilà. Est-ce que l'apanage de la force revient forcément à l'homme, de l'usage de la force, etc. Voilà. Donc sous-entendu, on comprend bien que l'enfant est un sujet fragile. Est-ce que la femme est aussi un sujet fragile qui a besoin d'être protégé prioritairement par rapport à l'homme? Et on en revient là dans le traitement médiatique ça tombe sous le sens. On ne l'interroge pas.
Donc voilà, c'est des choses qu'il est bon d'évoquer. Comme là, j'ai devant moi aussi sur les questions de sexualité la question de la pornographie. Donc là, on en parle, on est dans les années 70. Aujourd'hui, dans l'image, dans les rôles des rapports homme-femme, femme-femme, homme-homme, voilà. Aujourd'hui, l'impact gravissime des réseaux sociaux sur la constitution psychologique, voire même d'enfants, donc là on parle de 9, 10 ans, etc., alors voilà, qui consomment de la pornographie de manière quasi addictive, et de plus en plus, l'institution ne répond pas à ce problème-là. Donc l'État ne répond pas à ce problème-là. Donc, et on a poussé les jeunes en disant oui, c'est le progrès, les réseaux sociaux, c'est le progrès, l'accès à Internet, c'est le progrès, etc. Donc il y a quelque chose d'absolument obligatoire à utiliser ces nouvelles technologies-là, sans pour autant se rendre compte des effets dévastateurs. Sans même parler de pornographie, on peut parler de capacité de concentration des jeunes. Un enseignant dans une MFR, une maison familiale rurale, pour des jeunes qui avaient 14-15 ans, me parlait d'une capacité de concentration de 4 minutes aujourd'hui. Ça serait bien de s'en préoccuper un petit peu. Donc voilà. Alors la question des salaires, ça c'est la question qu'on voit dans l'exposition. C'est la question voilà, qui est posée et qui se repose et repose, que les jeunes ne comprennent pas. Parce que la réaction des jeunes aujourd'hui, c'est de se dire comment ça, il y a une égalité de salaire entre hommes et femmes, ils tombent des nues. Voilà, et ils trouvent ça absolument inacceptable, voilà, aussi bien de la part des filles que de la part des garçons. C'est un truc qu'ils ne comprennent pas, c'est la logique de ça. Alors, ils comprennent encore moins quand on leur dit, mais vous savez, l'égalité salariale est inscrite dans la loi. Ils nous font remarquer que à eux et à elles, on leur dit de respecter la loi, à ces jeunes qui doivent voilà, ne pas être des délinquants, des délinquantes, etc., etc. Mais quand on leur dit que l'État lui-même ne respecte pas ses propres lois, alors là, on est dans un questionnement sans fond. Et c'est vrai que quand on accompagne l'exposition, il y a des moments où on n'a pas réponse à tout. On sait pas répondre exactement à cette question-là. Donc, si les auditeurs de la radio ont une réponse, qu'ils appellent ou qu'ils écrivent. Oui, parce qu'en plus, là, on est sur des articles qui datent de 69, quoi. Donc la question, elle n'est pas neuve, vraiment pas. Ah ben non. Et puis la question perdure. Donc, on accepte. Voilà. Il y a une forme aussi de fatalisme. Mais ça, c'est une forme de fatalisme parce qu'on donne aussi d'autres sujets dont on n'explore pas non plus les tenants et les aboutissants, comme la PMA ou la GPA, par exemple, où on a laissé un ancien candidat à la présidentielle avec la Manif pour tous évoquer ce sujet-là en disant que ça interrogeait la famille, la question de la filiation, etc., etc. Mais évidemment. Mais on a laissé cette partie-là de l'opinion poser cette question-là sans forcément s'interroger sur, effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les conséquences ? On va pas creuser les questions. On va dire, c'est ma liberté, comme c'est ma liberté de pas me faire vacciner, par exemple. Donc, voilà, des visions assez en tout cas, incomplètes. Des notions de liberté. Donc, et donc là-dedans, il convient de creuser ces questionnements-là et que les jeunesses puissent se faire véritablement une opinion et s'engagent pour l'égalité femmes-hommes en toute connaissance de cause, en maîtrisant les concepts, en maîtrisant les enjeux, en maîtrisant les rapports de force et en œuvrant, en se confrontant les uns les autres pour aboutir à une forme d'organisation sociale meilleure. Donc et ça ne se fait que dans une forme de transversalité des savoirs, d'où la question de l'éducation populaire. Il y a une question aussi de savoir comment on les attrape, parce que là, il y a vachement de mots dans les articles, et finalement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup moins de mots, ça va plus vite, c'est plus facile. Comment on fait pour communiquer aujourd'hui si Antoinette devait réexister là, s'il devait paraître en 2022, donc vous avez dit qu'il y a une édition qui est prévue, une édition spéciale
spécial. Mais ce serait quoi aujourd'hui le magazine? Il ressemblerait à quoi? Les jeunes qui participent aux ateliers d'écriture pour réaliser un nouveau numéro spécial d'Antoinette 2022 fait par les jeunes, ils écrivent. Donc on leur dit vous avez l'occasion d'écrire un article, ils le font. Simplement, il y a aujourd'hui des acteurs institutionnels, voire associatifs aussi, qui se disent ah mais non, pas d'écriture. Pas d'écriture, donc ça va faire peur. Donc les jeunes ne vont pas vouloir. On anticipe les incapacités des jeunes. On induit les jeunes dans l'appauvrissement de leurs moyens d'expression. Et ça, c'est de la responsabilité à la fois des institutions et des acteurs de terrain. Et je m'y mets dedans. C'est-à-dire les acteurs associatifs, nombre de fois, j'en ai rencontré qui disaient non, on peut pas faire d'atelier d'écriture, ils peuvent pas écrire pendant 3 heures dans un atelier, il faut faire des pauses toutes les 15 minutes. Et donc, résultat des courses, comme le disait l'enseignant, la capacité de concentration se réduit à 4 minutes, effectivement, ou alors à je ne sais plus combien de 100 et quelques mots sur les réseaux, je n'en sais rien puisque je n'y suis pas. Donc, voilà. Là, la réaction des jeunes, les articles, ils se repèrent. Il se trouve que aussi Antoinette était très créatif sur un plan de l'illustration, donc beaucoup moins normatif. Un journal beaucoup moins normatif en termes de com qu'aujourd'hui. Donc, il mélangeait plein de supports différents, du dessin, de la photo, des choses, ils osaient un peu tout, quoi, y compris du collage, des choses comme ça. Et donc, ça rend le journal aussi attractif aujourd'hui dans l'exposition. Les jeunes accrochent aussi au visuel et puis vont s'intéresser à telle ou telle thématique et vont lire. Et quand ils découvrent, ils s'aperçoivent que c'est une jeune qui parle, qui est ouvrière dans le textile et qui a peut-être 2 ou 3 ans de plus qu'eux, mais qui parle de son vécu, de ce qu'elle rencontre, de ses conditions de travail, etc. Et ça, c'est quelque chose qui tout de suite les intéresse et tout de suite les interpelle. C'est pas quelque chose de fumeux et qui inaccessible parce que ça serait des considérations pseudo-philosophiques sur l'égalité entre les personnes qui n'auraient pas de rapport avec la vraie vie. Si, ça, c'est la vraie vie. L'égalité femmes-hommes, c'est la vraie vie. Alors peut-être qu'on va clôturer notre visite quand même. Juste pour il va falloir partir. Juste pour une note peut-être d'espoir. Est-ce que dans la préparation et dans tous les articles que vous avez dû forcément relire ou refeuilleter, est-ce qu'il y a des articles sur lesquels vous êtes tombé et vous vous êtes dit bon ça c'est pas la peine d'en parler, c'est réglé? Non. Très clairement non. Non. Je ne m'en souviens pas. Ce qu'on peut regarder, c'est la question du monde ouvrier. Donc la force du monde ouvrier de l'époque et aujourd'hui sa disparition, sa fragmentation et l'individualisation, l'individualisme qui existe aujourd'hui, alors que Antoinette est une forme d'expression individuelle et collective. Donc on peut se dire que ça parle beaucoup d'actions collectives et des individus au sein de ces actions collectives et que ces actions collectives-là, portées par du contenu, toujours portées par du sens, elles ont plus ou moins disparu aujourd'hui. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que Antoinette a des héritières? Oui, mais pas dans les organes de presse, ni même dans des structures médiatiques ou voire dans des mouvements. Je pense que les héritières et les héritiers d'Antoinette se trouvent chez par exemple les aides-soignantes qui subissent des conditions de travail aujourd'hui absolument dramatiques et qui se trouvent isolées. Alors leurs paroles ne se retrouvent pas dans un journal, ni même véritablement représentées, ni même portées autant qu'il le faudrait par divers organes. Mais donc les héritières et les héritiers se retrouvent toujours chez ceux qui sont aujourd'hui exploités et dominés. Et oui, monsieur, dame, le féminisme est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Il ne suffit pas de crier à l'injustice et de revendiquer une égalité. Non, tant que le féminisme ne sera regardé que depuis le prisme des femmes, ça n'avancera pas.
C'est mon point de vue. Le féminisme, c'est un des combats sociaux à mener, social et sociétal, pour remettre en cause, non pas le patriarcat, c'est pas forcément un mot qui me plaît beaucoup, mais plutôt la domination d'une classe sur l'autre. On va y arriver à cette lutte des classes, je vous le dis, on va en parler très bientôt. C'était Sur quel pied penser la musique aujourd'hui, c'était Philippe Cohen-Solal et Kezia Jones avec Give Thank and Praise et Cutiman avec Dekel, My Everything. Cette émission, vous l'avez compris, est désormais terminée. Je vous souhaite de passer une belle et bonne journée à l'écoute de vos programmes sur votre radio et je vous embrasse, enfin celles qui le veulent bien.